Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans le libre journal de la réaction, où j'ai le plaisir ce soir de recevoir Radu Stănescu, qui est philosophe, qui est traducteur et qui est surtout, ou en tout cas pour ce qui nous intéresse ce soir, le fondateur des éditions Carmin, comme la couleur, et très jolie maison d'édition, avec surtout des choix éditoriaux courageux, et parmi ces choix, la réédition dans une toute nouvelle traduction de Orthodoxie de Chesterton. Alors, on va parler d'orthodoxie, on va parler aussi d'un autre volume de Chesterton que je vous annonce un peu en avance par rapport au moment où vous pourrez le trouver en librairie, qui est Chesterton, le paradoxe ambulant, qui va paraître aux éditions des Belles Lettres et qui est un recueil de plusieurs essais de Chesterton. Vous savez que Chesterton a écrit des romans, qu'il a écrit des nouvelles, qu'il a écrit des essais qui sont comme de longs articles, et ces longs articles étaient par essai, étaient repris dans différents recueils qui ont été traduits d'une manière plus ou moins aléatoire en français, avec souvent donc plutôt des miscellanées. On recueillait parmi les recueils ce qui paraissait être le plus intéressant, le plus amusant, le plus pertinent, et on en composait des recueils à usage spécifique de la France. Le Radou, j'ai l'impression que vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes désespéré par ce que je dis ou par la chaleur qui règne chez vous. Non, bonjour Philippe. Non, je suis désespéré parce que j'entends un bruit de perceuse dans le mur et j'espère que vos auditeurs ne seront pas perturbés. Non, 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 Donc, non, commençons. zéro perceuse. Donc voilà. Bon, parfait, Merci et parfait. tant pis pour vos oreilles. Je suis navré pour vous. Oui. Bah, écoutez, bon, merci pour votre invitation. Je suis vraiment très touché, très honoré de pouvoir parler de Chesterton, de parler de la nouvelle traduction que j'ai commise pour mes modestes éditions Carmin. En effet, ça fait déjà un an que nous avons publié une nouvelle traduction puisque je n'étais pas très satisfait de celles existantes. Alors, je ne voudrais pas paraître très prétentieux, mais il m'a semblé trouver pas mal d'erreurs. Et comme j'aime beaucoup ce texte, je trouve que c'est un texte d'apologétique absolument génial, et je voulais lui rendre hommage. Et c'est pour cela que j'ai entrepris de rééditer ce texte, de le retraduire et de lui adjoindre d'ailleurs 100 pages d'annexes qui intéresseront les fans de Chesterton parce que Orthodoxie surgit lors d'une polémique dans laquelle il y a plusieurs protagonistes qu'on connaît mal en France. Euh, le principal protagoniste revient souvent sous la plume de Chesterton au long du texte lui-même. Il s'appelle Robert Blatchford, qui était un éminent journaliste laïcard, socialiste, qui voulait vraiment bouffer du curé à matin, midi et soir, et qui avait lancé une longue polémique contre le christianisme au nom du socialisme, polémique qui s'est poursuivie par pamphlets interposés. Et Orthodoxie, en fait, est pris dans cette polémique qui a duré vraiment, qui commence vers 1903 et qui s'achèvera d'ailleurs peut-être jamais, enfin, à vrai dire, et, et Chesterton d'ailleurs romancera sa polémique avec Blatchford dans un roman que les lecteurs de Chesterton connaissent peut-être, qui s'appelle La sphère et la croix, un roman paru en feuilleton et qui sera plus ou moins achevé un petit peu après la fin, enfin la publication d'Orthodoxie lui-même. Et donc, donc j'ai voulu rendre hommage à Orthodoxie en remettant ce texte dans son contexte historique. Et donc, j'ai trouvé beaucoup d'inédits, enfin, notamment, il y a 5 inédits dans l'édition que j'ai faite, dont je suis assez fier. C'est-à-dire, il y a un texte merveilleux qui s'appelle Le Retour des anges, où Chesterton met vraiment, souligne d'une façon très, très drôle l'intérêt du christianisme par rapport aux visions matérialistes de l'histoire. Et puis, 4 textes des controverses avec Blatchford qui éclairent d'une façon très lumineuse le texte d'orthodoxie lui-même. Et on voit que beaucoup d'arguments qu'il développe dans Orthodoxie avaient été déjà un petit peu
développé dans ces petits textes qu'on n'avait jamais traduits auparavant en France. Quand Voilà. vous, je voudrais redire aux auditeurs de Radio Courtoisie la raison pour laquelle je fais appel à vous, c'est que vous l'avez souligné d'emblée dans votre introduction. Voilà, en 1903, Blatchford, socialiste, athée, décide de bouffer du curé. Évidemment, si Chesterton est indispensable aujourd'hui, c'est parce qu'on a l'impression de vivre en pleine effervescence chestertonienne et que, et on le voit à la Chambre des députés, l'émergence de LFI, les attaques contre le christianisme incessantes et surtout l'affirmation voilà, qu'il faut marcher cul par-dessus tête et font partie désormais du vocabulaire politique normal, il y a quand même plusieurs choses dans l'orthodoxie qui sont absolument fascinantes et qui sont cette manière de nier que la tradition est un quelconque droit. Et évidemment, Chesterton s'empare de ce thème de la tradition. On citera tout à l'heure cette magnifique défense de la tradition comme démocratie des morts, mais surtout, orthodoxie paraît après Hérétique, qui est une série de polémiques, mais comme on les faisait à l'époque, c'est-à-dire il ne s'agissait pas de traiter son adversaire de crétin et d'expliquer qu'il ne défendait pas les valeurs de la République. Il s'agissait de rédiger un essai de 10, 20 ou 30 pages pour expliquer pourquoi le nationalisme de Kipling n'était pas une bonne idée, ou pourquoi est-ce que le scientisme de Huxley n'était pas une bonne idée. Et à chaque fois, Chesterton s'empare d'idées philosophiques, de découvertes scientifiques, et en fait une analyse, et surtout, il démonte les raisonnements qu'on construit à partir de cette vérité scientifique ou de ce qu'on croit avoir établi comme vérité scientifique à l'époque. Il déconstruit les arguments des socialistes. Et il finit orthodoxie, et vous le rappelez d'ailleurs dans votre introduction, par un texte qui a été pas forcément très célèbre en son temps, mais qui aujourd'hui paraît être d'une actualité insensée. La grande marche de destruction mentale va continuer. Tout sera nié. Tout deviendra objet de croyance. C'est une position raisonnable de nier l'existence des pierres dans la rue, ce sera un dogme religieux de l'affirmer. C'est une thèse rationnelle que nous vivons tous dans un rêve, ce sera une preuve de santé mentale mystique de dire que nous sommes tous éveillés. Des incendies seront allumés pour témoigner que 2 et 2 font 4, des épées seront tirées pour prouver que les feuilles sont vertes en été. Nous serons acculés à défendre non seulement les incroyables vertus et le bon sens de la vie humaine, mais quelque chose de plus incroyable encore, cet immense et impossible univers qui nous regarde en face. Nous nous battrons pour des prodiges visibles comme s'ils étaient invisibles. Nous regarderons l'herbe impossible et les cieux avec un étrange courage. Nous serons de ceux qui ont vu et qui ont pourtant cru. Et c'est vrai, aujourd'hui où on nous explique qu'on peut changer de sexe et que de toute façon personne n'est homme, personne n'est femme, aujourd'hui on nous explique qu'un enfant dans le sein de sa mère n'est pas un enfant mais un amas de cellules tant que la mère n'a pas décidé que c'était un enfant. Aujourd'hui on nous explique que la science blanche qui aboutit à la gravité, qui permet d'envoyer des fusées dans les étoiles, est une science justement blanche et qu'il faut la décolonialiser. Aujourd'hui, on a l'impression effectivement qu'on est en train de tirer les épées pour affirmer une vérité étrange, que les arbres ont des feuilles et que ces feuilles sont Oui, vertes. je me permets, vous avez fait un petit lapsus, c'est à la fin de Hérétique Oui, oui, pardon, qui c'est a à la cette fin vous avez- d'Hérétique. Voilà. Oui, oui, Donc c'est à en la fin effet. d'un premier volume où Hérétique au pluriel, où Chesterton réunit différents essais qu'il a écrits contre les penseurs de son temps. Orthodoxie est née, comme vous le dites, de cette polémique avec Blatchford, dont vous donnez de nombreux exemples à la fin. Euh, Oui. Alors, oui, il y a donc c'est une polémique qui implique beaucoup plus de protagonistes que cela, mais principalement c'est avec Blatchford. Il y a aussi un sorte de pasteur très progressiste pour l'époque, Campbell, qui était aussi une star on pourrait dire une star religieuse de l'époque qui a totalement été, enfin, qui est totalement oubliée aujourd'hui. Euh, et puis il y a Wells, que nous connaissons grâce à ses romans d'anticipation aussi, qui faisait partie des cibles de choix des penseurs avec lesquels Chesterton dialogue dans Orthodoxie, notamment parce que Wells est un exposant d'un scepticisme total. Et j'ai rajouté en annexe d'ailleurs un texte important où Wells développe un scepticisme absolu quant à la possibilité même de connaître.
Et oui, c'est ça, c'est exactement pour ces raisons-là que vous avez énoncé. Effectivement, c'est cette perte de la réalité, en fait, cette déréalisation du monde. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé de refaire ce texte. Parce qu'en fait, là, ce qui rend, et ce qui rendra toujours Chesterton actuel, c'est que c'est un intellectuel, on pourrait dire, un écrivain qui a défendu la raison en tant que capacité d'observer le réel, et non pas la raison en tant que capacité à échafauder des, euh, des constructions abstraites totalement déconnectées de la réalité. C'est là où je pense qu'il y aura toujours une actualité de Chesterton parce que c'est un défenseur du réalisme en fait. Et ce qu'il dit à longueur de page, à longueur d'article, à longueur d'essai, ce qu'il analyse sans cesse, ce sont les drames, oui, vraiment les drames qui arrivent parce qu'on oublie la réalité, parce qu'on oublie les faits. Et c'est sans cesse, vraiment son cheval de bataille, et c'est la source de sa fécondité exceptionnelle, c'est qu'il remarque toujours comment différents auteurs, alors vous avez cité effectivement les auteurs de Hérétique, euh, mais d'autres, à chaque fois, ils trouvent un prétexte pour faire observer, mais écoutez, vous êtes en train de décoller un petit et d'oublier le réel, et il y aura des conséquences extrêmement graves. Et même si c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, il est extrêmement sérieux dans son propos, parce que je reviens sur ce texte qui est le parallèle d'orthodoxie, la sphère et la croix, que j'invite tous nos auditeurs à lire. Qui avait été Euh, édité aux éditions de l'Asdom et qui a peut-être été réédité depuis. je ne sais pas s'il est encore trouvable, mais en tout cas, on peut le trouver sous une version numérique, hein, je crois. C'est saisissant parce qu'il anticipe littéralement, il anticipe les massacres des Khmers rouges, il anticipe les massacres euh, faite au nom de l'égalitarisme et de la légalisation des hommes. Il y a vraiment quelque chose de tragique parce que dans ce texte, et même si ça a l'air d'être assez léger dans la façon dont c'est amené, mais Chesterton, d'ailleurs, je reviens sur l'édition qui va être faite aux Belles Lettres, donc je suis toujours très heureux de voir que de nouveaux textes de Chesterton sont publiés, et donc c'est toujours un bonheur de s'apercevoir qu'il va être à nouveau entre les mains des lecteurs. Bien sûr, j'ai un petit peu contre le titre, parce que ça, je me suis toujours fait la remarque à chaque fois s'il y avait un Flaubert aujourd'hui et s'il avait à écrire un dictionnaire des idées reçues, à l'entrée de Chesterton, il aurait marqué toujours dire qu'il est paradoxal, enfin, par quelque chose du genre, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend parler de Chesterton, ça ne manque pas enfin, paradoxal, paradoxal. Et j'ai remarqué d'ailleurs que ça l'ennuyait déjà de son vivant, et il en parle d'ailleurs dans Orthodoxie, parce que il dit, ah, bah, on me prend pour un rigolo, alors qu'en fait, je suis juste quelqu'un qui a de l'humour, mais mon propos est extrêmement sérieux. Et c'est un peu une confusion, parce que quand on a, en France, surtout, on a l'impression, enfin, pas seulement en France, mais la pensée académique, dès que l'on fait un peu d'humour, on ne veut pas dire quelque chose de véritablement sérieux, comme si on ne pouvait pas dire quelque chose de sérieux avec humour. Et, euh, et c'est et c'est un petit peu le drame de Chesterton, c'est-à-dire on ne le prend peut-être pas assez au sérieux à cause de son humour. On ne prend pas assez au sérieux sa pensée. Et même, vous voyez le titre hérétique. En fait, c'est pas vraiment une plaisanterie quand il dit hérétique. Euh, il croit vraiment que qu'il y a vraiment un grand problème dans le monde moderne, à savoir justement de ne plus combattre les hérésies. Et ça, c'est pas vraiment une plaisanterie. Il pense véritablement que la décadence de la pensée moderne surgit du fait de ne plus avoir traqué les défauts de pensée, parce que l'hérésie, qu'est-ce que c'est? Alors, l'hérésie, c'est pas simplement des débats autour comment dire, du sexe des anges et des choses totalement déconnectées de la réalité. L'hérésie, ce sont justement, c'est comment dire, une vision partielle de la vérité qui engendre des conséquences pratiques dramatiques. C'est un peu ça, on pourrait dire. L'hérésie, c'est une façon de déformer l'esprit, et la déformation de l'esprit aboutit historiquement à des problèmes extrêmement graves.
Vous avez raison de dire, enfin vous avez raison forcément, et vous avez raison sur un point précis qui est cet adjectif partial. Et d'ailleurs, Chesterton revient sur ce point et il dit voilà, l'hérétique c'est celui qui choisit, autrement dit c'est celui qui distrait une partie de la vérité et qui décide que cette partie-là il n'en veut pas ou qu'au contraire que c'est cette partie-là qui est toute la vérité et que le reste est accessoire. Alors que celui qui est orthodoxe, c'est celui qui embrasse toute la vérité, et y compris dans ce qu'elle a d'incompréhensible ou d'effets inattendus. Autrement dit, pour le catholique, le chrétien, l'orthodoxe, c'est celui qui admet le monde avec sa rationalité et son irrationalité, qui admet le fait que le monde a été créé et que c'est merveilleux. Autrement dit, qu'il a quelque chose que l'esprit humain ne sera pas capable de contenir, alors que l'hérétique est celui qui veut appliquer sa grille raisonnable sur l'ensemble du réel. Et comme vous dites, puisqu'il élimine une partie de la vérité, la façon dont il applique sa grille encourage à des catastrophes. Je reprends l'exemple de Kipling. Voilà, une fois qu'on dit right or wrong my country, une fois que le nationalisme est un peu étroit, eh bien on jette l'Angleterre dans des guerres injustes où elle commet des crimes abominables. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de la guerre des bourgs. Et donc Chesterton, qui était profondément anglais et qui aimait profondément l'Angleterre, nie le fait que le nationalisme puisse être à lui seul le seul système politique valable, puisque ça conduit à visiblement commettre des choses qui, en dehors de l'Angleterre, font frémir toute l'humanité, étant donné la manière dont les Anglais ont réussi à inventer les camps de concentration. Voilà, donc juste pour recaser le débat. Oui, nos auditeurs ne savent pas que les camps de concentration peut-être ont été pour la première fois expérimentés lors de la guerre des bourgs, peut-être parce qu'ils ont besoin. Oui, voilà, c'est vrai. Sous prétexte, j'ai ouvert une énorme parenthèse. Voilà, donc la guerre des bourgs, c'est la guerre menée par les Anglais en Afrique contre les colons hollandais. Et voilà, puisque donc l'Amérique veut se substituer, l'Angleterre, pardon, veut. Je ne sais pas pourquoi, quand on parle d'impérialisme, tout de suite, je pense aux Américains. Voilà, l'Empire britannique veut se substituer à la Hollande, et donc la guerre qui est menée contre les bourgs est une guerre vraiment d'une férocité incroyable, comme chaque fois que les Anglais s'y mettent, et avec donc des conséquences sur les populations civiles absolument dramatiques, qui ont vraiment fait frémir d'horreur tout le monde. Bon, ce sont les Anglais qui ont gagné, ce sont eux qui ont écrit l'histoire, mais à l'époque, Chesterton s'y oppose. Vous avez raison, paradoxe ambulant est un peu une facilité, et donc oui. Parce que, bien sûr, Chesterton, et on le voit encore, on le voit dans Hérétique, qui sont des essais très vifs et et en même temps très sérieux, mais avec ce ton inimitable où il rapproche deux idées en apparence opposées pour montrer qu'il y a un principe supérieur qui les unit, et à chaque fois, donc c'est sous l'angle facile du paradoxe qu'on résume sa pensée, parce que il a l'habitude de nous faire véritablement regarder un sujet et de nous arracher aux idées toutes faites, de nous arracher aux idées préconçues. En fait, si on oublie ce qui se dit habituellement sur le réel, sur la philosophie, sur l'histoire, Chesterton paraît moins paradoxal que profondément intelligent dans l'analyse qu'il fait des choses. Oui. En fait, on pourrait dire qu'il est paradoxal seulement dans la mesure où la doxa, en fait, fait fausse route. On pourrait dire que la doxa, l'opinion commune, l'opinion des sages et des sachants et des rationalistes et des matérialistes, etc., est fausse. Et ensuite, son opinion à lui paraît relativement paradoxale, c'est-à-dire opposée à cette doxa, parce que lui, il se fait défenseur de la vérité, à vrai dire. Mais il était déjà vraiment extrêmement peiné du fait qu'on le trouve uniquement un penseur paradoxal. Je me permets de citer ma propre traduction de ce passage où il en parle dans Orthodoxie, et il dit que il se trouve que le pur sophisme badin est la chose que je déteste par-dessus tout. Et il est peut-être salutaire que ce soit la chose que l'on me reproche généralement. Je ne connais rien de si méprisable que le pur paradoxe, la simple défense ingénieuse de l'indéfendable. S'il était vrai, comme on l'a dit, que M. Bernard Shaw vit de paradoxe, alors il devrait être tout bonnement millionnaire, car un homme avec son activité intellectuelle pourrait inventer un sophisme tous les 6 minutes. C'est aussi simple que de mentir, car c'est mentir. Donc, il est vraiment très, très outré qu'on le traite de paradoxal tout le temps, enfin, en tout cas de sophiste, parce qu'il est profondément attaché à la vérité. Et j'irai encore plus loin. En fait, ce qu'il veut dire, enfin, son usage de la langue est merveilleux, mais ce qu'il fait sans cesse, c'est qu'il attire l'attention de son lecteur à la polysémie des mots.
En fait, c'est ça et c'est pour ça qu'il semble paradoxal. Donc, on peut partir notamment de la fameuse citation, le fou, c'est l'homme qui a tout perdu sauf la raison. Enfin, bon, tout le monde a peut-être entendu cette. Alors, on va citer Oui, la lettre, car vous avez raison, il y a un adjectif possessif qui disparaît généralement, oui, non pas du texte, mais de la citation qui en est faite. En vérité, la définition courante de la folie est, sous ce rapport, une définition aberrante. Car le fou n'est pas celui qui a perdu la raison. Le fou, c'est celui qui a tout perdu, sauf sa raison. oui, oui, c'est ça. Il a perdu tout sauf sa raison. Et quand il fait ce type de paradoxe, il n'est, enfin, oui, de paradoxe, il est en train d'indiquer que le mot raison, en fait, a plusieurs sens. C'est ça ce qu'il veut souligner sans cesse. Il souligne finalement à l'attention de ses lecteurs et de tout le monde que réfléchir, c'est pas réfléchir avec des mots, c'est réfléchir avec des idées. Réfléchir, c'est avec des idées, c'est pas. Et donc, il souligne que la raison a plusieurs sens. Il peut y avoir une raison raisonnante, une façon de. Et ça, c'est un petit peu ce qu'il reproche aux intellectuels qui finalement rationalisent beaucoup de choses. On pourrait dire, il y a d'une part la rationalisation, l'usage de la raison comme une tentative donc d'échafauder un système logique qui oublie totalement le réel. Et puis, il y a une raison qui observe, il y a un logos qui observe le réel et qui essaye de connecter des réalités entre elles. Et ça, c'est beaucoup plus difficile de maintenir la connexion, de maintenir en tête l'existence de réalités distinctes plutôt que d'essayer de partir dans un développement logique qui fait fi du réel, justement. Parce que Voilà. le réel, il est chaotique, il est chaotique, il est très divers et ça demande beaucoup plus d'énergie mentale que de se souvenir de tous les éléments qu'on doit prendre en compte. Et là, dans ce qu'il dit de la folie, il montre bien que le fou est celui qui, n'ayant qu'une idée, est effectivement remarquablement homogène dans sa manière d'interpréter le monde selon sa folie, donc selon sa seule raison, et l'adjectif possessif ça est important, parce qu'en fait il oublie tout le reste. C'est un peu comme le dit le dicton populaire, à celui qui n'a qu'un marteau, tout est clou. Et voilà. Et donc on se retrouve à tout expliquer par la dictature du prolétariat ou Oui, l'antispécisme. Et voilà. Et l'intégralité de la politique et l'intégralité de la vie sociale est réduite à une valeur qui est censée assurer le bien commun, alors que, comme vous dites, le réel étant hétérogène, ou en tout cas à nos yeux hétérogène, voilà, et un peu. Alors, jamais Chesterton ne dit absurde, il dit tout le temps merveilleux. C'est-à-dire il y a quand même un étonnement permanent face à la création, et il dit par exemple que rien ne relie raisonnablement l'œuf et l'oiseau. Évidemment, on sait bien que de l'œuf va naître un oiseau, mais que de cet œuf et de cet oiseau plein de plumes capable de voler, de cet œuf tout rond, fermé, aveugle, sourd et liquide, évidemment, il n'y a que l'expérience et non pas la raison qui nous dit que la chose va en sortir. Quand on coupe un cocon dans lequel une chenille est en train de se transformer mystérieusement en papillon, c'est un liquide qui s'écoule. Et pourtant, oui. une fois que ce liquide aura fini de fermenter mystérieusement, c'est un papillon articulé qui va s'en échapper. Et donc, la raison est incapable de nous le prouver. Par revanche, l'expérience nous dit bien quelque chose. Et Chesterton, c'est l'homme de l'expérience. Voilà. On a cité, j'en suis ravi, cette définition de la folie. Le fou, il n'est pas celui qui a perdu la raison. Le fou est celui qui a tout perdu sauf sa raison. Parce qu'en fait, orthodoxie est remplie de formules qu'on associe à Chesterton et qui sont des formules admirables. Donc la démocratie, tradition des morts, les Démocratie des morts, oui. démocratie des morts, pardon, les vertus chrétiennes devenues folles. Mais pourquoi est-ce que Chesterton se lance dans orthodoxie après hérétique? Quel est son projet? Alors, je me permets juste de surenchérir sur ce que vous venez de dire sur la logique d'une seule idée, c'est-à-dire sur cette histoire de sa raison. Je me permettrai juste de rappeler que ça, il anticipe des merveilleuses analyses de Hannah Arendt, en fait, sur la logique idéologique. Enfin, l'idéologie, Hannah Arendt, pour ceux qui ont lu le système totalitaire, se souviendront qu'une idéologie, c'est littéralement la logique d'une seule idée. Et donc, c'est déjà une chose que Chesterton voit poindre comme un très grand danger. Les idéologues, ceux qui essayent d'expliquer le réel d'une façon monomaniaque en partant d'une seule idée. Et alors,
donc le projet d'orthodoxie était de donner sa, en fait, c'était sa profession de foi. Donc il est, il a quel- parce que il se pique, ou alors il prend pour prétexte, à mon avis, bon, bien sûr, on sait jamais, d'un article qui lui reproche à Monsieur Chesterton. Considère que chaque auteur devrait avoir une conscience assez claire de sa doctrine philosophique, mais lui-même ne nous a pas donné la sienne. On se souciera de nous donner la nôtre quand il aura d'abord commencé par nous expliquer ce qu'il pense du monde, quels sont ses dogmes, comment est-ce qu'il voit la vie et le monde, etc. Et donc, Chesterton dit, bah oui, finalement, je vais vous expliquer. Et puis moi, je ne suis pas très original. Je suis tout simplement chrétien. Je crois que l'homme est libre. Je crois que l'homme a chu. Je crois que l'homme, voilà, est libre, donc responsable. Et je crois que merveilleux, il doit apprendre de ce qu'il observe. Il est très, en fait, sur le fond, Chesterton est un disciple merveilleux de saint Thomas d'Aquin, sur qui il écrira un merveilleux essai. Il a une vraie philosophie en dessous, qui est la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Mais il va jamais vraiment le dire dans l'orthodoxie. C'est plus tard qu'il dévoilera ses cartes, mais il est déjà thomiste en fait avant de commencer à écrire orthodoxie. Donc ça répond à ce défi-là. Il y a quelqu'un qui lui a dit, bah, vas-y, explique-nous ce que tu penses, et après parce que sinon, pourquoi tu nous accuses de ne pas donner explicitement notre doctrine? Et, euh, et je tiens à souligner que dans ce débat, bah alors je n'étais pas tout à fait conscient quand j'ai fait l'addition, mais j'ai beaucoup plus creusé ce sujet-là dans les mois qui ont suivi. Il y a un rôle très important joué par Hilaire Belloc, qui est un peu un illustre inconnu pour les Français. Pourtant, c'est un Français qui a fait toute sa carrière en Angleterre. Et Hilaire Belloc était vraiment l'ami de toute une vie de Chesterton. Et à l'époque, il avait déjà une assez grande influence sur Chesterton. Et c'est Hilaire Belloc qui avait mis l'accent sur l'importance de la pensée dogmatique et d'une façon corollaire, l'importance de la dénonciation des hérésies. Il écrira d'ailleurs un très beau texte. Un des rares textes qu'on a traduit de Belloc en français, ce sont Les Grandes Hérésies, qui est un texte de 1938 qui est apparu il y a 2 ans aux éditions Artege, euh, qui est un très bon texte. Alors, après avoir fait orthodoxie, justement, je me suis rendu compte de l'importance de Belloc, et nous avons publié, nous, chez Carmin, son livre principal qui s'appelle L'État servile. Donc, voilà, merci, j'en profite pour Mais faire un non, petit peu la c'est publicité. fait pour. Voilà. Donc, voilà. Si on parle de Chesterton, il faut parler de Belloc, puisque je crois que l'un des opposants, enfin l'un des adversaires intellectuels de Chesterton, Wells parlait d'une bête bizarre à 2 têtes qui s'appelle Non, Chester Belloc. oui, non, c'est Bernard Shaw qui Bernard Shaw, pardon. les avait surnommés le Chester Belloc, un peu comme ça, comme s'ils étaient une sorte de bête De mythologique. Jabberwocky, voilà. Oui, c'est ça. Et oui, parce qu'ils étaient un peu inséparables, tous les deux grands buveurs de bière, et grands polémistes. Et Belloc est malheureusement un peu méconnu en France, alors que c'était un immense écrivain. Alors, bien sûr, je comprends pourquoi il n'est pas forcément connu. C'est qu'aussi il a écrit beaucoup de choses un petit peu alimentaires et qui font qu'ils ne sont pas forcément toutes aujourd'hui d'un grand intérêt, mais c'était quand même un des grands de l'époque édouardienne, c'est-à-dire de la belle époque en Angleterre. Et c'est Belloc qui était un catholique fervent et qui avait mis l'accent sur l'importance de la pensée dogmatique et de la pensée de l'hérésie, en fait, justement. Je reviens sur la thématique de l'hérésie. Alors, moi, j'ai toujours cru que hérétique, je c'était un petit peu une sorte de plaisanterie, mais en fait, en arrière-fond, je comprends que maintenant, il y avait une structuration très sérieuse et un projet assez sérieux de la part de Belloc et Chesterton. Et donc là, voilà, orthodoxie vient de là, et c'est pour ça que, bon, on annexe, je me suis permis de mettre, vraiment, il y a 100 pages. Pour ceux qui connaissent ce texte, moi, je les invite à le redécouvrir, et de redécouvrir surtout les annexes pour voir contre qui il polémique. Parce que je trouve que quand on voit de plus près les textes de Blatchford, par exemple, quand on voit de plus près les textes de Wells,
on a une idée, à mon avis, plus précise de, de la qualité de Chesterton. Parce que Blatchford, malheureusement, avait une grande influence, mais c'était pas le meilleur des écrivains. Et, et, je, et je trouvais que cet extrait. Oui, Je voudrais revenir. Vous parlez de Blatchford. Blatchford qui écrivait dans The Clarion, ou même oui, c'était son journal. Ouais. qui était son C'était son journal. journal. Et donc, il faut bien imaginer que quand on parle d'une polémique entre Chesterton et Blatchford, c'est pas une polémique dans des revues à petit tirage Ah non, non. entre un télo. On parle de journaux vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. On Et, parle d'une époque où la radio et la télévision n'existaient pas ou existaient à peine et où l'ensemble des Anglais, suivez prétendument ça, ouais. cultivés ou non, achetaient des journaux et donc lisaient des articles qui aujourd'hui paraîtraient horriblement compliqués, mais qui étaient juste des éditos de fond. Donc Oui. on était véritablement en train de se battre autour de l'idée du socialisme et du christianisme, et avec des conséquences, on l'a vu en tout cas pour ce qui est de l'expansion du socialisme, qui ont été absolument ravageuses au XXe siècle. Donc c'était pas... vous avez Et, parfaitement raison de souligner l'importance de cet appareil critique, donc ces 100 pages supplémentaires par rapport à l'orthodoxie rédigée par Chesterton. On comprend d'une part la violence des attaques, on comprend surtout l'intelligence des attaques, même si c'est pas très bien écrit, c'est rudement bien argumenté. parfois, oui, après, oui, je trouve que vraiment l'argumentation est assez bancale. C'est toujours les réponses de Chesterton qui sont plus savoureuses. Mais oui, je souligne, Blatchford était vraiment un homme, un juriste et un homme politique au point qu'il a vraiment créé un parti. Il a créé une scission du Parti socialiste anglais pendant la Première Guerre mondiale. C'était vraiment un personnage extrêmement important de l'époque. C'était pas un petit éditorialiste. Il a eu une influence écrasante avant la Deuxième Guerre mondiale sur le développement du mouvement socialiste en Grande-Bretagne. Et, euh, et ces idées, je trouve que c'est ça qui ce qui m'a frappé, c'est que ces idées sont aujourd'hui des idées plus ou moins partagées par on pourrait dire tous les progressistes français. Ils sont blatchfordiens sans le savoir. Ils font de la prose sans le savoir, comme Monsieur Jourdain. Ils font du Blatchford sans le savoir. Ils sont tous un petit peu amoureux aussi bien du socialisme que du bouddhisme. Et et ils ont tous quelques doutes par rapport à l'existence réelle du libre arbitre. Ça, c'est le cheval de bataille principal de Chesterton, la défense de la liberté individuelle, de la liberté de penser, et donc de la responsabilité. Et Blatchford, c'est quelqu'un qui va argumenter qu'en fait, les gens n'ont pas de liberté, n'ont pas de libre arbitre. Mais enfin, je laisserai nos lecteurs découvrir dans le détail, mais moi j'étais passionné de découvrir cela, enfin, de me plonger en voulant redonner une nouvelle vie à Orthodoxie, de découvrir tout ce qu'il y avait autour. Et, euh, et bon, j'en profite pour souligner que j'ai vraiment aussi fait des notes de bas de page. Enfin, j'ai vraiment mis. Ah oui, Je m'apprêtais à oui. faire votre éloge, vous me permettrez de le Ah faire à merci. votre place. Oui, Donc, chers oui. auditeurs de Radio Courtoisie, donc vous êtes sur Radio Courtoisie dans le libre journal de la réaction, où je reçois Radush Tonescu, qui est l'auteur d'une nouvelle traduction de Orthodoxie de Chesterton, parue aux éditions Carmin, comme La Couleur. Et effectivement, il y a des notes en bas de page abondantes, précises, qui permettent à chaque fois qu'un nom arrive de savoir de qui il s'agit. Chaque fois que Chesterton fait allusion au propos de quelqu'un, ce propos est expliqué. Chaque fois que Chesterton met en avant une notion, comme le disait Radush Tonescu tout à l'heure, avec un parallèle très intéressant entre Chesterton et Arendt, eh bien, ce sont des pistes de lecture qui sont proposées à celui qui est en train de découvrir Orthodoxie ou de relire Orthodoxie. Moi-même, je l'ai lu dans 2 éditions, l'édition Idée Gallimard qui était parue en poche il y a une éternité, l'édition Climat que j'avais un peu moins aimé. Là, je relis Orthodoxie avec profit et vraiment, évidemment, en étant enthousiasmé par ces notes en bas de page qui ne prennent pas le pas sur le texte, mais qui à chaque fois permettent de bien contextualiser, de bien comprendre d'où parle Chesterton, comme dirait un trotskiste, d'où tu parles. Eh bien là, Chesterton parle en fonction d'un débat intellectuel précis qui est à chaque fois bien resitué et surtout, apport évidemment inappréciable de Radush Tonescu, qui nous renvoie à chaque fois 20, 30, 40 ans après l'apparition de Orthodoxie, qui est de 1908. Voilà, puisque donc tout le XXe siècle, si j'ose dire, éclaire les raisons pour lesquelles il est nécessaire de ferrailler contre les socialistes, vu ce que le socialisme a produit, et contre les idéologues et les progressistes, vu ce que les idéologues et les progressistes sont en train d'accomplir.
D'ailleurs, dans le paradoxe ambulant, donc recueil d'essais de Chesterton, très intéressant évidemment, puisqu'il y a de nombreux essais, il y en a, je ne sais pas, il doit y en avoir plus de 50 ou 60, enfin, c'est un travail, un travail remarquable d'accessibilité de Chesterton. Là, les notes en bas de page sont réduites à leur plus simple expression, et donc de temps en temps, on aimerait bien savoir. Par exemple, à un moment donné, Chesterton se balade dans la campagne, il disserte sur les contes de fées. On aperçoit un château, un paysan lui dit que c'est le château de Monsieur Marx et Harris Marx, et donc on ne sait pas qui c'est, on ne le saura jamais, sauf si on est capable de taper vigoureusement sur Wikipédia juste à ce moment-là. Ça manque. Voilà. Avec la traduction de Radush Tonescu, ça ne manque pas. C'est en dessous. Et même parfois, donc il y a des notes évidemment auxquelles on ne songeait même pas qu'il y avait quelque chose de plus à comprendre. Et heureusement, vous êtes là pour Ah, merci. nous souligner, nous souligner ce qu'il y avait, Oui, ce qui était bah, sous-jacent. merci. Bon, j'en profite pour vraiment. Je vais vous m'envoyer des fleurs parce que il y a une j'ai une fierté de traducteur par rapport à un passage précis. Et c'est en lien avec cet aspect de paradoxal de la pensée de Chesterton. Et je vous me permettrai de développer un petit peu. Parce que, en fait, j'avais été, premièrement, oui, l'édition climat. Les notes, il y avait des notes, il y a des notes dans l'édition existante. Mais par exemple, dans l'édition climat, à un moment donné, ce qui m'a chagriné, c'est qu'à un moment donné, Chesterton parle de Holbein. Et en fait, il parle de l'épuisement physique de Monsieur Holbein. Et puis là, bien sûr, tous les lecteurs cultivés pensent Holbein, c'est le peintre Holbein. Mais en fait, ça n'a aucun sens par rapport au passage où Chesterton, enfin, ça n'a aucun sens de parler de l'épuisement physique de Holbein, le peintre qui a fait, par exemple, le portrait de Henri VIII. Ça n'a absolument aucun sens. Pourtant, dans l'édition Climat, la note de bas de page renvoie à Holbein, le peintre. Et on se demande, bon, alors peut-être qu'à l'époque, je ne sais pas, moi, j'avoue que je rends hommage à Google parce que c'est beau, je l'ai quand même trouvé beaucoup plus facilement qui était cet Holbein, qui était en fait pas du tout le peintre, mais qui était un athlète à l'époque de Chesterton qui avait essayé de traverser la Manche à la nage. Donc là, on comprend que Holbein, bah oui, ça fait sens. L'épuisement physique de Holbein, c'est pas l'épuisement du peintre. Bon, mais ça, c'est anecdotique, on va dire, c'est marginal. Mais il y a un passage vraiment capital. Par contre, il y a un passage capital où là, je n'ai trouvé aucun, enfin, dans les autres traductions, je n'ai trouvé aucun, enfin, je n'ai pas trouvé d'explication. Et je trouve que c'est là où, bon, je pouvais faire ma profession de foi de traducteur. Enfin, un traducteur, on doit traduire des idées. On doit d'ailleurs, un traducteur doit traduire des idées et se pose, et donc comprendre en fait l'original, enfin, comprendre l'original et après le restituer, quitte d'ailleurs à tailler dans le style original, mais parce que parfois, moi j'ai traduit un livre de l'allemand, hein, bon, le style allemand, c'est pas la même chose. Donc il faut tailler et le rendre digeste pour le lecteur français. Et là, il y a un passage, enfin, il y a un passage notamment où, où je, qui est capital parce que là, il parle vraiment de ce qu'il veut développer dans le livre. Et je vais le lire en anglais parce que, et je vais vous dire, c'est très court. C'est The sages, it is often said, can see no answer to the riddle of religion. But the trouble with our sages is not that they cannot see the answer, is that they cannot even see the riddle. They are like children so stupid as to notice nothing paradoxical in the playful assertion that a door is not a door. Alors, bon, je traduis quand même, je traduis mot à mot. euh, En fait, et beaucoup de traducteurs ont repris cela mot à mot. Les sages de notre temps ne comprennent pas ce qu'il y a de paradoxal dans une assertion aussi amusante qu'une porte n'est pas une porte. Alors, moi, je veux bien enfin, étendre mon humour très très loin. Je vois pas ce qu'il y a d'amusant dans le fait de dire qu'une porte n'est pas une porte. Quand même, je suis un petit peu, ça me laisse un peu froid. Ça laisse froid, et ça laisse froid tout le monde qui ne comprend pas le jeu de mots en anglais. Parce qu'en fait, il y a une blague en anglais, enfin, une sorte de devinette, ils ont ça en anglais, ça s'appelle the dead jokes. C'est des calembours, en fait. Ce sont vraiment oui, toute une catégorie de blagues pour enfants, en fait. Et c'est à ça qu'il fait référence. Et une blague pour enfants qui dit When a door is not a door, when it is a jar. Alors, et c'est un jeu de mots parce que a jar, ça veut dire à la fois entrouvert
et ça veut dire aussi une jarre, a jar. Et donc ça, c'était ce qu'il fallait comprendre dans l'original, c'est qu'il renvoyait à cette plaisanterie extrêmement infantile, qui jouait sur les deux sens de a jar. Bon, voilà, c'était juste une plaisanterie. Mais ce qu'il voulait souligner par cette plaisanterie, c'est que voilà, que les mots ont plusieurs sens, que c'est polysémique, et donc il faut faire attention à la polysémie des mots. C'est ça ce qu'il voulait souligner avec cette référence. Il y a vraiment un projet sérieux quand il fait allusion à cette plaisanterie. Mais je n'ai trouvé dans aucune traduction précédente d'explication à cette une porte n'est pas une porte. Je mets au défi tous ceux qui ont un orthodoxie sous la main d'aller voir ce passage parce que tout le monde a laissé une porte n'est pas une porte. Mais je suis désolé, mais en français, ça n'a aucun sens. Et ça montre aussi une sorte de paresse du traducteur qui ne vérifie pas à chaque ligne, mais est-ce que je comprends ce que je suis en train de traduire? Parce que Et c'est alors, ça. ne nous faites pas griller. Dites-nous comment est-ce que vous l'avez traduit. Ah, bah bon, alors là vraiment j'ai refait, j'ai dit, alors le problème de nos penseurs, ce n'est pas qu'ils soient incapables de trouver la réponse, c'est qu'ils ne peuvent même pas voir l'énigme. Ils ressemblent à des enfants si stupides qu'ils ne voient rien de paradoxal dans une devinette du style, qu'est-ce qui peut être dans la mer et dans le ciel? Alors, j'ai mis en note de bas de page, réponse, une étoile. Voilà, c'est une petite devinette que je trouvais pour remplacer la devinette anglaise. Et j'ai dit en note de bas de page, voilà, l'auteur évoque une devinette anglaise, dead joke, basée sur un jeu de mots intraduisible, when a door is not a door, when it is a jar. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai trouvé une petite devinette française qui pouvait coller avec l'intention de Chesterton. Et enfin, en tout cas, ça, c'est ma profession de foi comme traducteur. Il faut essayer de rendre l'idée. Il faut essayer de. Alors, on peut pas reprendre tel quel les mots de l'original parce que ça ne. Enfin, on crée la perplexité chez le lecteur et on s'est dit, mais. Et je pense qu'avec Chesterton, c'est très facile. On se dit, ah oui, mais de toute façon, c'est un auteur paradoxal. Il fait des blagounettes. On va laisser ça comme ça. Laissons le lecteur se débrouiller avec ça. De toute façon, on sait très bien, il fait des petites plaisanteries. Bon, c'est peut-être un peu mystérieux tout ça, mais voilà, c'est pas grave. On le laisse comme ça et on continue. Bah non, non, c'est pas sérieux. Non, non, il faut s'arrêter. Je vais citer l'une de vos notes en bas de page Ah, qui m'a amusé parce que on voit bien. Parfois, vous citez Hannah Arendt et on sent que vos études de philosophie vous aident évidemment à comprendre toute la complexité de la pensée de Chesterton et surtout pas la complexité, toute la profondeur. Chesterton passe sa vie à essayer de décanter des concepts voilà, impressionnants de profondeur pour en livrer quelque chose qui soit utile à celui qui le lit et qui lui donne une ligne directrice dans sa vie de tous les jours. Mais comme vous le souligniez tout à l'heure, voilà, à côté de ça, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément lu et qui ne s'est pas contenté de lire uniquement ses contemporains. Voilà, il a aussi avalé, comme on le faisait à l'époque, Saint Augustin et Saint Thomas. Il en a tiré un enseignement profond. Là, en l'occurrence, c'est cet univers de la culture populaire anglaise à laquelle Chesterton fait tout le temps allusion, puisque dans ses essais, il défend les publicités, il défend la bière, il défend les contes de fées, il défend en fait l'expérience du quotidien, puisque pour lui, on y reviendra, ce qui est extrêmement important, c'est de s'émerveiller en permanence, non pas du fait qu'il y a des animaux comme des gorgones et des dragons, mais le fait qu'il y a un rhinocéros et que personne n'aurait été capable d'imaginer ce rhinocéros et que les animaux les plus fantastiques sont déjà sous nos yeux pour peu qu'on veuille les regarder. Là, en l'occurrence, c'est l'expression anglaise est as mad as a hatter, dans aussi fou qu'un chapelier. Elle préexiste au fameux chapelier d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Jadis, les chapeliers utilisaient du mercure pour faire briller le feutre des chapeaux et s'empoisonnaient, ce qui provoquait l'éréthisme mercuriel, un trouble neurologique qui se manifeste par des réactions psychotiques. Et voilà, donc aussi fou qu'un chapelier, donc on connaît l'expression quand on connaît le chapelier fou, mais évidemment, jamais j'aurais été capable de parler d'éréthisme mercuriel, donc merci. Même les choses, à chaque fois, qui pourraient être une barrière entre le lecteur et le texte, et que
effectivement, les autres traducteurs traduisent en disant, bah voilà, ça donne une couleur anglo-saxonne au texte, mais ne nous attachons pas. Non, non, vous tenez à ce que tout soit délabyrinthe et qu'on ne laisse pas comme ça des petites mines qui pour un lecteur qui n'a pas forcément envie de lire trop vite, serait irrité de buter sur une difficulté, quelque chose qu'il ne comprend pas et qui risquerait de gâcher le reste du texte. Voilà, donc merci. Merci à vous, Philippe. Non, non, c'est vrai que non, c'est ma profession de foi. J'essaye de la planir. Enfin, en quelque sorte, le traducteur enfin, ou un traducteur, un interprète, quand on fait ce travail-là, on essaye justement de rendre, de servir vraiment l'auteur original et de servir ses idées. Voilà, c'est ma profession de foi, c'est ce que j'essaye de faire. Et alors, oui, bon, parfois, c'est vrai que je profite des notes de pas de page pour ouvrir des portes vers d'autres lectures, faire des petites suggestions, voilà, qui pourraient enrichir le lecteur. Ça peut être utile aussi de renvoyer à d'autres écrits quand je peux. Bon, je me limite, hein. Heureusement que j'ai moi-même un correcteur qui me tape sur les doigts et qui me dit non, mais on doit rester dans un certain nombre de pages, ça calme-toi. Mais, et voilà, mais c'est un peu, c'est l'objectif. Et c'est comme ça d'ailleurs que je fais, enfin, tous les autres livres que nous avons fait chez Carmin, j'applique la même politique, puisque c'est moi qui me suis occupé des autres traductions aussi. On a fait 5 ouvrages pour le moment. On vient d'en sortir 2, pour le coup, d'un auteur vivant, alors qui est considéré par certains comme l'Orwell de notre époque, et qui est un polémiste et écrivain anglais qui s'appelle Theodore Dalrymple. Bon, c'est pas mais en tout cas, ouais, c'est chaque fois la même politique que j'ai pour chacun de mes livres. Pour le moment, on en a fait 5 depuis 4 ans. On est plutôt content parce que on a trouvé un moyen. On essaye d'utiliser les moyens Alors, modernes. je Oui, vous arrête une ouais. seconde, juste avant que vous nous racontiez, parce que c'est passionnant, l'histoire des éditions Carmin. On va écouter un petit Bobino qui nous parle de Radio Courtoisie. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Alors, vous étiez en train de nous dire comment est-ce que vous avez monté les éditions Carmin et comment est-ce que vous avez réussi à publier des livres bien imprimés, bien reliés, avec un appareil de notes important. Autrement dit, il y a un véritable investissement éditorial et vous faites ça sans vous être ruiné pour le moment et sans non plus d'ailleurs être devenu milliardaire. Eh bien, écoutez, on est là, c'est mon cerveau d'entrepreneur qui va prendre le relais. On essaye bon, en fait, c'est parti d'une réflexion, d'une observation. C'est que avec l'existence d'Internet, on peut en quelque sorte prévendre les choses avant de les faire. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être se démocratiser dans les prochaines années. Mais en tout cas, pour le livre, ça peut se faire. Quelque part, trouver des lecteurs avant l'existence du livre ou après l'existence du livre, c'est un peu la même démarche. Et parfois, il y a des gens qui, enfin, c'est plus facile de les convaincre en leur montrant le produit final. Bon, si on arrive à développer un projet et à convaincre avant de faire le livre, c'est mieux parce on peut ajuster le tirage, on sait sur quoi on table, quel risque on prend. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette aventure. Alors, j'ai un partenaire qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Mos Maiorum, cette chaîne YouTube, donc le Mœurs des ancêtres. Et c'est une chaîne YouTube qui s'est occupée beaucoup de dénoncer les discours woke. Enfin, je laisserai nos auditeurs la découvrir. Et donc, il a une communauté de 50 000 abonnés, donc déjà à cette chaîne YouTube. Et en fait, nous avons décidé de tester. On s'est dit, ben, on va proposer un premier projet. Alors, ça a commencé par L'Homme du ressentiment, qui est un texte de Max Scheler, qui est un texte d'un philosophe allemand majeur, malheureusement, qui est pas suffisamment connu en France. Et c'est parti d'un énervement très chestertonien parce que j'étais un peu énervé par la résurgence non critique du nietzschéisme en France. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'en revendiquent, surtout à droite, justement, d'une façon extrêmement non critique de Frédéric Nietzsche, comme si ça venait de sortir et comme si on pouvait refonder le monde sur sa pensée. Et j'avais quelques énormes doutes, d'ailleurs doutes qui viennent de Chesterton, qui l'exprime très bien
orthodoxie. Et donc, on a fait ce premier texte. Et ce texte, on a quand même réussi à faire un tirage. Donc là, encore une fois, une retraduction d'appareils notes, exactement ce qu'on a fait pour orthodoxie. Donc, une retraduction de l'allemand. On a fait un super travail. Et ça avait marché. On avait quand même réussi à vendre, à pré-vendre 600 exemplaires pas d'un obscur, mais en tout cas d'un philosophe allemand assez difficile. Et donc, on s'était dit, mais voilà, c'était une campagne sur la plateforme Ulule. Et parce qu'on s'était dit, on peut faire des campagnes, c'est-à-dire oui, des préventes. Alors ça aussi, ça passionne nos lecteurs parce que bon, maintenant, on a vraiment créé une marque et donc on a en quelque sorte deux campagnes, la campagne de printemps et la campagne d'automne. Il y a, Nous avons fait ça l'année dernière. Donc l'année dernière, on a fait Orthodoxie, c'était le deuxième livre. Et donc là, nous avons prévendu 1200 exemplaires. Donc là, on était aux anges. On s'est dit, pas super, ça va être une Chesterton Mania à nouveau en France, etc. Et les gens ont été très contents du produit final. Et ça nous a permis d'avoir une visibilité. On achète, on imprime combien. Enfin, c'est vraiment une façon de faire qu'on commence à connaître parce qu'on en est déjà au cinquième livre en utilisant cela. Et peut-être elle va être amenée à se démocratiser parce que pour le livre, enfin, je pense que c'est pas plus compliqué de trouver une communauté avant de faire un livre que de trouver une communauté de lecteurs après avoir fait le livre. Donc, et alors, quand on a fait déjà le livre, on a déjà investi des milliers d'euros, ou parfois des gens bradent. Ce qui se passe, nous, notre façon de faire nous permet vraiment de dire non, on va pas brader, on va faire du bon papier, je peux payer un relecteur, je peux payer un typographe, je peux payer la maquette, tout ça va, je peux budgéter ça et comme bon, faut bien que l'argent vienne de quelque part, on évite finalement le circuit distributeur et libraire. Donc, pour tous ceux qui chercheraient, n'allez pas chez votre libraire lui demander des livres de Carmin, il n'en aura pas. Et il n'en a pas, c'est pas pour une raison très simple, c'est que tous les libraires vont nous prendre à peu près 30% et le distributeur va nous prendre 30%. Et si distributeur et libraire nous prennent 60% du prix du livre, ben nous, on va pas pouvoir faire des livres de bonne qualité. Et donc, je pense que nous sommes revenus à un sort de système comme il y avait au 19e siècle, où il y avait des libraires éditeurs. Non, vous voyez les vieilles éditions, je pense Félix Alcan, vous avez des vieux livres, enfin, où ils étaient chez le libraire. On achetait le livre directement chez le libraire. Et nous, on est un peu, enfin, en quelque sorte, n'importe qui peut être aujourd'hui libraire, il peut ouvrir sa boutique sur Internet, et c'est ce que nous avons fait. Et, et en économisant sur la distribution et sur la part du libraire, eh bien, oui, c'est comme ça que nous arrivons à faire des livres de qualité et à nous rémunérer quand même. Enfin, j'arrive à me rémunérer, non pas bien sûr des milliers des cents, mais j'arrive quand même à me rémunérer sans développer de ressentiment ni de sentiment de sacrifice à mon livre. Donc, C'est voilà. extrêmement précieux. Oui, et donc, pour le moment, je pense que nos lecteurs sont très contents du système. On est très réactif. Aussi, c'est une histoire de réactivité. Dès que quelqu'un nous reçoit, enfin, on est vraiment tout près de nos lecteurs et il y a un suivi vraiment. On essaye de donner le livre dans le meilleur délai, de les imprimer à l'avance. On a fait cela donc avec Chesterton. On a fait Belloc à la fin de l'année dernière. Donc, Belloc qui est sorti en janvier de cette année. Donc l'état servile, nous l'avons rebaptisé un petit peu, nous l'avons appelé Vous ne posséderez rien, hein, avec un petit hommage à Schwab, à notre au grand président de Davos. Donc c'était un petit clin d'œil parce que le livre de Belloc anticipe sur la dépossession généralisée par la grande finance. Donc ça, c'était le livre que nous avons fait en décembre dernier. Et puis cette année, donc, on a, on a monté une opération beaucoup de plus grande envergure, deux livres d'un coup, d'un même auteur vivant. Donc là, ça nous a demandé des dépenses supplémentaires. Parce qu'on a dû payer des droits d'auteur à un auteur vivant, 10%. On a dû sortir vraiment des dépenses beaucoup. Le papier a pris 30% par rapport à la dernière. Enfin bon, je vous passe les détails économiques, mais en tout cas, on a trouvé un système viable. Et là, c'est vrai qu'on a réussi à sortir donc le quatrième et le cinquième livre au mois de juin. Zone et châtiment, culture du vide, un diptyque signé Théodore Dalrymple, un auteur dont j'invite les auditeurs à le découvrir sur notre chaîne YouTube, Carmin. On a fait un entretien avec lui. C'est un homme charmant
il parle un très bon français d'ailleurs parce qu'il nous a relu il a relu ma traduction, il a relu tout ça et qui vit entre la France et l'Angleterre et qui est malheureusement, enfin c'est un auteur conservateur très très connu dans le monde anglo-saxon, mais en France bien sûr. Ça coûte cher de faire une bonne traduction, faut le dire. Enfin, ça coûte cher. Et moi, je comprends les éditeurs qui veulent pas se lancer là-dedans. Ça coûte très très cher il faut parce qu'entre moi, je fais la traduction. Il y a un relecteur qui me corrige, que je vais devoir rémunérer. Il y a le typographe, tout ça. Ça fait un budget conséquent. Et donc, si un auditeur classique essaye de faire ce que nous essayons de faire, moi, je comprends qu'il n'y arrive pas du point de vue budgétaire. Et donc, il se dit, ah bah non, je vais gagner des clopinettes ou alors je vais perdre de l'argent, donc je ne le fais pas. Et je pense que ça augmente un certain provincialisme quand même du monde intellectuel français. Malheureusement, je pense il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été... il y a un dialogue qui ne se fait pas avec des auteurs contemporains importants, par manque de moyens et par manque aussi, peut-être aussi d'un peu de volonté et de prise de risque. En tout cas, nous, à Caramin, je veux dire, nous avons maintenant une petite communauté de lecteurs fidèles qui nous écrivent des messages très enfin vraiment dithyrambiques. Ils disent, oui, de toute façon, vous avez fait 3 livres, ils étaient excellents. J'achète les yeux fermés le quatrième, le cinquième. C'était bon, ça fait vraiment. On se dit, ok, on a vraiment créé une habitude et on a enfin, il y a c'est un signe de qualité. Donc bon, je pense que pour le moment, voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais nous fonctionnons comme toujours dans le monde économique. Il faut arriver à économiser quelque part. Et nous avons économisé sur la distribution. Donc, mais on fait un cadeau à nos lecteurs, c'est-à-dire que si vous toujours, on essaie de limiter les frais d'envoi, donc on est au minimum légal de 3 euros par envoi. Donc on essaie de faire voilà, le maximum pour tout le monde et pour que tout le monde s'y retrouve. Et nous, on s'y retrouve aussi. Voilà. C'est le système qu'on a mis en place. Alors, vous aviez raison de parler d'auteurs contemporains. Chesterton, et d'autant plus qui, lui, est mort il y a un bon bout de temps, est quand même extrêmement contemporain par tous les thèmes qu'il agite. Et dans votre introduction, vous dites que, on en a parlé tout à l'heure de Thomas d'Aquin, mais Chesterton emprunte sa méthode intellectuelle à Thomas d'Aquin, telle qu'il la résume lui-même, et qui tient dans la sagesse du dicton populaire « The proof of the pudding is in the eating ». La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. La validité d'un raisonnement dépend plutôt de la réalité de ses conséquences pratiques que de la vérité de ses prémices. Et ça, c'est quelque chose que Chesterton va marteler et avec évidemment ce retour au monde merveilleux, au monde des fées, à un univers qu'il prétend être aussi réel que le nôtre, en disant par exemple, j'ai expliqué que les contes de fées avaient enraciné en moi 2 convictions. La première, que le monde est un lieu étrange et merveilleux, qui aurait pu être tout à fait différent, mais qui, tel quel, est tout à fait charmant. J'adore cette citation d'orthodoxie parce que voilà, il y a toujours cette idée que on va chercher bien loin avec des conceptions extrêmement alambiquées un émerveillement qu'en fait le simple spectacle d'un brin d'herbe devrait suffire à nous procurer. La deuxième conviction, que devant cette étrangeté et ce plaisir, on peut bien rester modeste et se soumettre aux plus étranges conditions imposées par une amabilité si étrange. Voilà. Et vous dites ailleurs dans votre introduction que ce qui anime Chesterton, c'est cet émerveillement devant l'existence nue, étonnement qui est aussi bien une fin qu'un commencement de sa réflexion. En ce sens, Chesterton a obéi au Christ et il est devenu comme les petits-enfants pour apercevoir des choses cachées aux sages et aux intelligents. Plus encore, cet émerveillement est le commencement de toute philosophie. Cela fait de Chesterton l'ami spirituel d'Hannah Arendt, pour qui ce sentiment fondamental de gratitude pourrait être le rempart contre les horreurs des temps modernes. Voilà. Et je crois que ce concept de gratitude est l'un de ceux qui anime véritablement l'orthodoxie. Oui, oui, c'est capital. En effet, et oui, cet aspect de émerveillement devant le donné. Alors, Chesterton le développe de différentes manières. Il parlera d'un patriotisme cosmique. Il dira du fait que voilà, j'adore ce cosmos parce qu'il est unique. Il aurait pu ne pas être. Et regarder chaque fois les réalités comme
il dit avec ce regard de Robinson Crusoe après le naufrage de son navire, et regarder chaque chose comme si elle aurait pu ne pas exister en quelque sorte. Et s'émerveiller, regardez, il y a un arbre, il aurait pu ne pas pousser peut-être. Et c'est cet exercice mental-là c'est un très bel exercice spirituel de travailler son étonnement et son émerveillement par la pensée, enfin, de lutter contre la routine. Parce qu'il a ces merveilleux passages où il explique que la routine tend à nous faire justement oublier la merveille de l'émergence de ce qui est là. Alors bon, on pourrait gloser, certains philosophes diront que ça rejoint Heidegger, par exemple, avec l'aletheia. Petite parenthèse pédante pour caler une de mes références philosophiques. Voilà, oui, il y a cet émerveillement, cette gratitude devant l'existence. Oui, c'est le socle de Chesterton, et c'est le socle d'ailleurs qu'il va transmettre à sa postérité intellectuelle sur laquelle j'aimerais revenir. C'est qu'il a Chesterton, voilà, c'était pas un météore qui a traversé juste le ciel anglais, voilà, au début du XXe siècle. Il a une postérité très féconde, et je pense notamment à Clive Staples Lewis, genre C.S. Lewis, en abrégé parce qu'on on ne sait pas souvent ses prénoms, qui est pas très connu en France malheureusement, mais qui est un auteur majeur et un apologète très important du christianisme euh, à travers non seulement les livres de fantasy, le monde de Narnia, les lecteurs peuvent connaître C.S. Lewis euh, pour, euh, à cause de ce roman avec un succès planétaire, mais Lewis a écrit des textes merveilleux, notamment, ça a été traduit en français sous le titre de Les fondements du christianisme, qui est toujours un titre extrêmement rebutant, je trouve, mais il appelle ça Mere Christianity en anglais. C'est une série de conférences sur vraiment les difficultés qu'on peut avoir à croire la doctrine chrétienne. Et Lewis est quelqu'un qui a été converti par les écrits de Chesterton. Et il dit, c'était un athée farouche jusqu'à ses 27 ans, quelque chose comme ça. Et il le dit de façon assez plaisante. Un athée est en grand danger. Il y a des pièges partout, et on sous-estime les pièges auxquels fait face un athée, notamment un très grand piège dans lequel il est tombé, c'est Chesterton, avec aussi un autre auteur anglais qui s'appelle MacDonald. Donc je pense que j'invite tous nos lecteurs qui cherchent des armes, des munitions contre l'athéisme contemporain, de lire C.S. Lewis, de lire par exemple L'abolition de l'homme, qui est publié chez Ad Solem, une petite maison d'édition suisse. Euh, et euh, et il y a d'autres textes merveilleux que j'aimerais beaucoup rendre disponibles aux lecteurs français de C.S. Lewis. Je pense notamment à un petit texte qui s'appelle Les fondements du christianisme, qui est une merveille d'intelligence, et malheureusement un peu méconnue en France. Voilà, Voilà. Bon, C.S. Lewis, MacDonald, voilà. Donc Chesterton a une postérité, et c'est vrai que la manière dont on l'installe comme étant un paradoxe ambulant, pour reprendre le titre du livre qui va paraître aux belles lettres, évidemment empêche un peu de le prendre comme un véritable penseur, et on se dit voilà que il ne peut être qu'un météore, pour reprendre votre métaphore, alors qu'en fait non, pas du tout. Il s'est installé dans le paysage des lettres et de la pensée anglo-saxonne comme voilà, comme ces collines qu'il aimait arpenter, et comme ces falaises de craie sur lesquelles il aimait disserter. Donc, on parlait de la gratitude tout à l'heure, et donc de cette manière de prendre le réel comme un donné, et de faire en sorte de s'émerveiller comme un petit enfant, dire de faire en sorte de considérer que ce qui existe est doté, pour aller flatter votre manie heideggerienne, voilà, et elle est dotée de l'être, et que le fait qu'il y ait de l'être dans le papillon, le rhinocéros, l'ornithorynque, le boutiquier de Fleet Street, etc., c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et le pudding est quasiment aussi extraordinaire que l'Himalaya, et donc et même ce qu'il y a d'intéressant chez Chesterton, c'est qu'il nous encourage à regarder le pudding comme si c'était le repas des dieux, et les falaises de Douvres comme si c'était la contrée la plus inconnue, la plus lointaine. Il y a chez lui l'idée que ce que vivent les gens les plus ordinaires doit être ce qui fonde notre réflexion la plus profonde, et que
en fait, Dieu se présentant à tout le monde, si j'ose risquer une analyse, comme Dieu se présente à tout le monde, Dieu donne à chacun autour de lui les moyens d'une expérience du divin. Oui, 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 j'irais tout à fait dans votre sens. Tout à fait, Philippe. C'est vraiment ça ce qu'il veut mettre en avant. Oui, en quelque sorte, nous sommes tous des pensées de Dieu. C'est un peu ça qui peut. Et donc, chacune de nos expériences est unique et donc elle reflète une certaine partie une majesté divine. Et d'ailleurs, c'est la thématique d'un des ouvrages de C.S. Lewis qu'il va reprendre de Chesterton. Enfin, une thématique qui est aussi explorée par Richard de Sèze, la thématique donc de la vie après la mort, du paradis, du purgatoire, de l'enfer. C'est un texte qui s'appelle Le Grand Divorce entre le ciel et la terre, hein, de C.S. Lewis, où justement, bon, je vais spoiler, je vais divulgacher un petit peu, mais le paradis, en tout cas, c'est le monde le plus réel, en fait, en quelque sorte. Il a cette idée chez C.S. Lewis que ce qui est paradisiaque, c'est la réalité la plus réelle, et arriver à sauver son âme, c'est arriver à tenir devant la réalité et ne pas s'enfuir, ne pas prendre les jambes à son cou devant le réel. Et c'est une idée qui reprend de Chesterton, de cette gratitude devant le réel, et qu'il pousse, on pourrait dire, jusqu'à ses limites théologiques. Et, et je pense que oui, Chesterton, ces petits essais que rééditent les belles lettres, et dont je suis heureux, ce sont des exercices, on pourrait dire que ce sont des exercices spirituels anti-stoïciens. On pourrait dire que c'est des exercices spirituels comme les pensées pour moi-même, par exemple, de Marc Aurèle, que tout le monde connaît sans doute, sont des exercices spirituels de détachement du monde. Ben, on pourrait dire que les essais de Chesterton sont sans cesse des exercices d'attachement au monde, des exercices d'émerveillement devant le monde. Et ce sont véritablement des exercices au sens où ils sont volontaires. Il y a un aspect euh, il y a un aspect de maintien de la gratitude. C'est un peu, je pense qu'il y a une originalité de Chesterton, c'est qu'il explique, oui, il faut quand même s'efforcer à rester émerveillé. Il faut lutter contre un certain vieillissement de l'esprit qui est pas forcément qui va pas forcément de pair avec un vieillissement de l'âge, mais avec un vieillissement chronologique. C'est le vieillissement. On peut naître vieux. Il y a des jeunes qui sont totalement dépourvus d'émerveillement devant le monde. Et sa thématique, à mon avis, centrale, c'est restons émerveillés, et c'est volontaire. Et on peut y arriver en gardant, et c'est orthodoxie, c'est là où, c'est ce qu'il souhaite montrer, comment on y arrive. On y arrive en s'imaginant que ces choses ont échappé à un naufrage, en se rendant compte que, bah oui, toutes ces choses auraient pu ne pas être, et que même si elles sont répétitives, elles sont exultées dans la monotonie. Exulter dans la monotonie. Voilà, il y a un moment donné dans Orthodoxie, Chesterton nous dit comment se débrouiller pour que l'univers nous procure à la fois de l'étonnement et pourtant cette satisfaction de nous y sentir chez nous. Voilà, il y a ça aussi chez Chesterton, c'est-à-dire il faut bien se rendre compte que vivre est une expérience incroyable, mais pas du tout qu'elle est redoutable. C'est-à-dire, effectivement, il faut être émerveillé par l'être, mais il ne faut pas se perdre dans l'immensité de l'être. Il y a à chaque fois l'idée que je peux rester à l'intérieur d'une pensée qui fait que je suis chez moi et que Dieu m'a mis quelque part, et même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, que de toute façon, il y a une manière d'accepter l'existence, non pas en étant paralysé de trouille par cette qualité immense de l'être, mais en étant normalement émerveillé. Et ce qui nous y aide, c'est la tradition. Je voudrais revenir sur l'un de ces exercices d'admiration dont vous parliez, qui est un petit passage donc, du paradoxe ambulant dans Chesterton, et qui est une longue dissertation sur un morceau de craie dont il a besoin pour dessiner. Et donc, le voilà qui commence par expliquer à une boutiquière qu'il a besoin de papier d'emballage parce qu'on voit mieux les couleurs sur le papier brun. Et ensuite, le voilà qui part dans la campagne anglaise. Je franchis une levée d'herbe mouvante après l'autre, en quête d'un endroit où m'asseoir et dessiner.
N'allez pas imaginer, pour l'amour du ciel, que j'allais exécuter des croquis d'après nature. J'allais dessiner des diables et des séraphins, des dieux archaïques et aveugles que les hommes vénéraient avant la naissance du bien, des saints en robes de pourpre furieuse, des océans d'un vert insolite et tous les symboles sacrés ou monstrueux d'un bel effet, tracés en couleurs vives sur du papier d'emballage. Ils valent bien davantage la peine d'être dessinés que la nature. Et puis c'est beaucoup plus facile. Quand, dans un pré voisin, une vache s'approcha avec nonchalance, un artiste digne de ce nom l'eût peut-être dessiné, mais je rate toujours les pattes arrière des quadrupèdes. Je dessinais donc l'âme de la vache que je voyais marcher, bien visible, face à moi dans le soleil. L'âme était violette et argentée, dotée de 7 cornes et enveloppée du mystère propre à tous les animaux. Et quoique je fusse incapable avec un pastel de tirer le meilleur du paysage, le paysage n'en tirait pas moins le meilleur de moi. Telle est, je crois, l'erreur des gens à l'endroit des antiques poètes d'avant Wordsworth, supposés ne guère se soucier de la nature parce qu'ils la décrivaient fort peu. Ouais, et donc, cette véritable vache qui a 7 cornes et qui est pourpre, effectivement, nous paraît être une espèce d'exaltation. Et Chesterton, qui passait pour bizarre, en fait, s'efforce d'être en permanence normal et de boire une bière en essayant d'en tirer le maximum de joie et de trimballer des craies dans sa poche en étant comme un enfant à qui on donne un morceau de papier. Il dit à un autre endroit, et ça m'a enchanté, « Les bizarreries n'étonnent point les gens bizarres. C'est pourquoi les gens normaux ont une vie excitante, alors que les gens bizarres se plaignent toujours de la monotonie de la vie. » Ouais. Ah oui, oui, un des aspects méconnus d'orthodoxie, c'est qu'il y a une sorte de art poétique aussi. C'est qu'il explique comment écrire de bons livres, en quelque sorte. Il explique que pour faire un bon livre, en quelque sorte, il faut prendre quelqu'un de normal et de le placer dans une situation bizarre et d'écrire ses aventures. Et il dit beaucoup de littérature, la littérature moderne, ce sont des gens bizarres dans des situations bizarres. Et ça donne des choses inintéressantes. Et c'est vraiment, il y a un petit passage très riche qu'on pourrait vraiment en tirer une sorte d'art poétique chestertonien qui consiste à dire, ben non, il faut mettre un héros normal dans des circonstances extraordinaires. Et là, on a une vraie histoire palpitante parce qu'on va pouvoir s'y intéresser, on va pouvoir s'identifier à lui. Mais une grande partie de la littérature moderne, c'est prendre des gens avec des psychologies absolument étranges et les mettre dans des circonstances aussi étranges ou des circonstances normales. Et ça donne des romans curieux, mais inintéressants. Et oui, c'est ça sa défense en quelque sorte du bon sens et de la tradition qui est la tradition des morts, de la démocratie des morts, de ce retour sans cesse oui, à ce que, à travers les âges, ce que les différentes générations finalement ont considéré comme bon, comme juste, comme vrai, comme réel aussi, parce qu'on en arrive à cette thématique-là du réel, et, euh, et que c'est là qu'on trouve une source de joie renouvelée. Je trouve que, c'est-à-dire en fin de compte, c'est arriver à voir le monde comme un vrai jardin d'Éden, en quelque sorte. Comme un vrai jardin, c'est-à-dire où les choses sont merveilleuses et, euh, et réelles, et elles sont sur Terre. C'est un peu... Et c'est que c'est notre faute à nous si nous n'arrivons pas à voir les choses aussi banales qu'un morceau de craie, un morceau de fromage, une bière, comme des choses merveilleuses. C'est à cause de notre, on pourrait dire, de notre péché, en tout cas de notre endurcissement des cœurs, de notre nuque raide. On pourrait dire, en tout cas, c'est notre faute si on n'arrive pas à voir les merveilles. Et vous savez, il a cette phrase merveilleuse, le monde périra non pas par manque de merveilles, mais par manque de personnes qui s'émerveillent. C'est surtout, il y a toujours beaucoup de merveilles, mais ce sont les individus capables de s'émerveiller qui manquent à l'appel. Dans un de ses contes, il met en scène un certain Phèdre, F-E, accent grave, V-R-E, qui est en fait comme un orfèvre, parce que Smith en anglais est un nom horriblement connu, mais surtout ça veut dire forgeron. Et donc le traducteur a traduit Smith par Phèdre pour essayer de rendre bien compte cette dimension de fabricant. Et Phèdre passe sa vie à enlever sa femme, c'est-à-dire sa femme qu'il a épousée d'une manière totalement légitime, est en train de vivre une existence paisible dans une pension de famille où elle est institutrice, et régulièrement Phèdre débarque et enlève sa femme, et il l'enlève comme ça dans toutes les villes où sa femme trouve un travail. Et évidemment, ils sont de mèche tous les deux, et il veut en fait perpétuer l'émerveillement qui a été le sien la première fois où il l'a trouvée, la première fois où il tombe amoureux, la première fois où il l'a épousée. Et on a vraiment cette idée d'un effort
somme toute assez facile à faire pour densifier le réel et ne pas être victime de la paresse qui nous fait considérer qu'il est bien normal que lorsque je clique sur ma souris, il se passe quelque chose dans mon ordinateur, ce qui est quand même une opération absolument fabuleuse, ou bien qu'il est bien normal lorsque je monte dans ma voiture, qu'elle m'emmène là où je veux. Voilà, il faut réussir à s'émerveiller, et même avec des choses plus simples qu'un ordinateur ou une voiture, avec juste un verre de bière. On va citer, puisque donc vous avez tout retraduit Orthodoxie, puisque donc on peut trouver Orthodoxie aux éditions Carmin, il suffit d'aller sur le site des éditions Carmin. Redites-nous l'adresse exacte du site. Tout simplement édition-carmin.com, c'est très facile. Voilà, édition y au a pluriel rien. ou au singulier? Au pluriel, au Voilà, pluriel. édition avec un S-Carmin comme la couleur, carmin.com, et vous tombez sur un site de vente absolument normal où vous pouvez acheter Orthodoxie dans une très belle édition. Si, quand il s'agit des affaires quotidiennes, nous attachons une grande importance à l'opinion des hommes ordinaires exprimée avec une grande unanimité, donc évidemment il suffit de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale française en ce moment, il n'y a pas de raison de la dédaigner quand nous avons affaire à l'histoire ou à la légende. La tradition peut se définir comme une extension du droit de vote. La tradition signifie que l'on donne le droit de vote à la plus obscure de toutes les classes, celle de nos ancêtres. C'est la démocratie des morts. La tradition refuse de se soumettre à la petite oligarchie arrogante de ceux qui viennent tout juste d'apprendre à marcher. Tous les démocrates s'opposent à ce que des hommes soient disqualifiés par l'accident de la naissance. La tradition s'oppose à ce qu'ils soient disqualifiés par l'accident de leur mort. Voilà. Voilà. Oui. Et d'un côté, on voit bien pourquoi est-ce que Chesterton passe pour un paradoxal, et de l'autre, il suffit de relire et de se dire, mais tout ça est d'une intelligence certaine, c'est une défense effectivement de la tradition. Après tout, nous sommes environnés de traditions. La Constitution de 1958 est une tradition, et on voit bien à quel point elle est respectable et respectée. Il y a à chaque fois l'idée que la société se sédimente et qu'il n'y a pas de raison de la bouleverser en permanence. Orthodoxie, c'est cette volonté de prendre tout le réel, et le réel pas juste au sens de toute l'étendue spatiale de ce qui existe, mais aussi toute cette épaisseur temporelle de ce qui a existé. C'est une façon extrêmement plaisante de récapituler la tradition chrétienne. C'est là où il fait un, un grand effort, et c'est une grande réussite littéraire parce que finalement, il fait un livre d'apologétique, mais sans tomber dans les écueils, je veux dire, d'une apologétique ronflante ou quoi que ce soit. Et je voudrais insister sur un des aspects peut-être sur lequel il n'insiste pas suffisamment, même s'il l'effleure en passant, c'est quand même sur l'aspect de... Enfin, ce qui rend la vie passionnante, c'est aussi que, et là ça rentre dans son aspect, dans l'art poétique chestertonien, c'est quand même que le héros, comme il le dit, le héros peut être mangeable. Vous savez, il y a ce passage où il dit, il est très important quand même que dans une histoire d'aventure, bah, que le héros il ne soit pas totalement invulnérable et qu'il puisse lui arriver vraiment malheur, mais on suit ses aventures, et il prend l'exemple des aventures parmi les cannibales, et il faut absolument que le héros soit mangeable pour qu'on puisse tenir en haleine le lecteur. Et par analogie, dans la vie, et je pense que Chesterton il n'insiste pas assez là-dessus, mais c'est quand même aussi considérer qu'on est damnable. Il dit il faut quand même considérer que on pourrait peut-être perdre cette source d'émerveillement qui est l'âme, ou qui est l'âme que nous sommes. En fait, nous sommes une âme, nous n'avons pas une âme, en fait. Nous sommes une âme qu'on pourrait en quelque sorte se perdre. Et ça, c'est une thématique qui a peut-être celle qui a été trop oubliée par l'apologétique chrétienne contemporaine, que Chesterton n'oublie pas, il n'insiste pas trop là-dessus, mais il la mentionne en passant, à savoir, bon, attention quand même, la vie est un jeu merveilleux, mais il y a quand même il y a quand même un enjeu dans ce jeu. Et c'est peut-être, et qu'on pourrait se perdre, et d'ailleurs, C.S. Lewis va continuer cette analyse avec son petit songe sur le monde d'après. Et je pense que c'est une thématique qui a peut-être été un peu oubliée et qui faisait partie de la tradition, de notre tradition. Moi, je me faisais la réflexion ces derniers temps que, oui, ben, en fait, si les gens parlent beaucoup de sauver l'Europe, de la décadence, de tout ça, mais en fin de compte, est-ce que tous nos ancêtres qui ont bâti l'Europe, ils ne se souciaient pas de bâtir l'Europe, ils se souciaient de sauver leur âme, en fait. C'est ça leur principal souci. Ils ne se souciaient pas de sauver la France, de sauver l'Europe. Enfin,
quotidiennement, leur principal souci, c'était d'être des gens bien. Et parce que c'était pas simplement parce que ça faisait bien d'être bien, c'est qu'il y avait un intérêt majeur et que peut-être ils allaient mal finir et qu'ils avaient un intérêt bien concret à s'occuper de leur âme. Et je pense que, enfin, en tout cas, bon, je livre cette réflexion totalement brute comme ça que je me suis faite récemment. Je dis, mais enfin, si on veut si le salut de la France, le salut de l'Europe passionne surtout la droite française ou les droites traditionnelles, mais en fait, peut-être que on faudrait commencer par cette charrue avant les bœufs qui est le salut de sa propre capacité à s'émerveiller et de sa capacité à faire le bien. Le bien qui n'est pas. Enfin, je pense qu'il y a. Bon, pardon, excusez-moi, je développe sur une OPA de la. Moi, je pense que la gauche, il y a des auteurs de droite qui ont publié chez Bellette d'ailleurs, comme quelqu'un comme Philippe Muret, je pense, etc., avec l'Empire du bien. Enfin, il y a eu beaucoup de gens qui ont abandonné le bien à la gauche. Et après, bon, ils ont un peu ricané dans leur coin. Ah, ben, tout ça, c'est bien rigolo. Tout ça, tous ces ligues de vertu, etc. Sans prendre un peu le taureau par les cornes, on a dit, mais en fait, ben, c'est quand même il y a une falsification du bien. Si le bien, c'est juste la tolérance, si le bien, c'est juste l'ouverture de l'autre, si le bien, c'est juste l'altruisme d'ailleurs, qui est un concept uniquement inventé par Auguste Comte au 19e siècle, c'est vraiment un truc extrêmement récent dans l'histoire des idées. Bref, enfin, voilà, je fais un petit développement, je vous livre un peu en bloc les réflexions qui me traversent ces derniers temps. Je me dis, mais en fait, la droite, et la droite particulièrement chrétienne, a un peu trop à accepter une vision du bien très galvaudée et je veux dire, très insignifiante, finalement. Le bien comme pure générosité, comme ouverture, et peut-être revenir à une vision un petit peu plus virile, plus chestertonienne du héros damnable, du héros mangeable, euh, pourrait rendre un peu de vigueur intellectuelle à nos contemporains. Alors, on arrive, on touche à sa fin. Je voudrais vous poser d'abord une question qui est, qui est une interrogation. Ce qui est normal pour une question, c'est vous avez traduit la fin d'Orthodoxie, la toute fin, qui est un passage que j'aime beaucoup parce que dans la dernière traduction que j'avais lue, ce n'était pas le mot joie qui était utilisé, c'était le mot rire. Oui. Voilà. Pourtant, il, autrement dit Dieu, réfrénait quelque chose. Je le dis avec respect, il y avait dans cette personnalité fracassante un je ne sais quoi qu'il faut bien appeler de la réserve. Il y a quelque chose qu'il, Dieu, cachait à tous les hommes quand il gravissait une montagne pour prier, il y a quelque chose qu'il dissimulait constamment par un silence abrupt ou un isolement impétueux. Il y avait une chose trop grande pour que Dieu nous la montrât quand il arpentait notre terre, et j'ai parfois pensé que c'était sa joie. Et moi, j'avais lu que c'était son rire. Et j'aimais Oui, bien l'idée du rire de Dieu. On n'a que 1 minute 30 pour répondre. Donc, voilà. oui, oui. Alors, l'anglais a un mot extraordinaire qui est le mot mirth, et, euh, et qui est, enfin, c'est vraiment, oui, c'est l'hilarité, mais c'est quand même plus la joie que le rire. Alors là, pour le coup, mais en plus, c'est un jeu de mots, encore une fois, intraduisible, parce que c'est la myrte, d'accord? Il cachait sa myrte, c'est encore une fois un jeu de mots sur la myrte comme cadeau des rois mages. Donc, mais c'est plus. Le rire, oui, le rire de Dieu, oui, ça aurait été valable aussi, je pense. C'est l'hilarité, c'est sa joie. Mais c'est une thématique fondamentale. Là, finalement, toute cette histoire de salut de l'âme c'est le fait de sauver sa joie. C'est, Sauver sa joie. Voilà, lisez Orthodoxie. Merci mille fois Radush Tonescu. Merci Philippe. Sauvez votre joie, chers auditeurs de Radio Courtoisie, en allant sur le site des éditions Carmin pour lire cette nouvelle traduction d'Orthodoxie. Et j'espère que nous aurons l'occasion de réinviter Radush Tonescu pour les nombreux livres qu'il continuera à faire paraître dans ses éditions. Merci Merci Philippe. beaucoup et je vous donne rendez-vous à tous dans 15 jours.
Vous venez d'entendre le libre journal de la réaction dirigé par Philippe Ménard, émission préenregistrée le 22 juillet 2024, diffusée sur Radio Courtoisie mardi 30 juillet de 21h30 à 23h et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.